étymologiquement, ortho, ça veut dire conforme ou attendu, et praxis désigne une activité en vue d'un résultat. C'est donc une activité qui révèle un arrière et un devant. Une orthopraxis, elle se nourrit de choses qui précèdent la mise en acte, ou la mise en œuvre, ou le savoir-faire, mais qui annoncent qu'elle fabrique et qu'elle fait quelque chose. Donc elle est dans un mouvement de l'histoire, il y a une temporalité qui dépend précisément d'une sorte d'attendu, d'une conformité, mais que cette conformité ne doit rien à une scolastique, à une rhétorique, à un modèle, à une imposition d'une coutume qui viendrait se plaquer immédiatement pour l'obliger à se produire et à se conduire de cette manière-là. Alors évidemment, il y a parmi les gens qui ont mentionné le terme sans véritablement l'analyser, il y a quelques allusions qui y sont faites dans le travail de Louis Dumont et dans le travail de Charles Malamud, mais ça n'est pas explicite. Alors Bourdieu, par exemple, le sens pratique, c'est peut-être, à mon avis, avec un article sur la maison kabyle, celui qui a le plus touché aux implications de ce que je vais essayer de vous dire que représente l'orthopraxie. Mais lui ne formule absolument jamais le mot dans ces termes. C'est le sens pratique dans ces termes-là. Un autre chercheur, un grand sinologue qui s'appelle Jean-François Bilter, nous a donné aussi des voies qui conforment et qui renforcent un petit peu la trajectoire que j'essaye de développer. C'est Jean-François Bilter. Alors lui associe les conduites, les savoir-faire et les apprentissages à des formes d'intégration qui, sans répéter ou sans photographier et dédoubler les normes et les règles, viennent au contraire les moduler, s'en inspirer et aussi les transformer. Son meilleur exemple est de nous dire qu'il est très très difficile dans une société qui nous est au départ étrangère de définir, comme d'ailleurs chez nous, ce qu'est une personne. Qu'est-ce qu'une personne ? Il dit c'est impossible, c'est une notion dont on ne peut pas donner une définition parce qu'une personne, c'est quelque chose qui se manifeste. Et cette manifestation de la personne, c'est à travers des conduites, des comportements et des actes concrets que l'on peut l'appréhender. Il y a donc une sorte de triade qui va accoupler en trois le geste, le corps et la personne. Sans oublier que ces trois dimensions sont culturellement constituées précisément par une orthopraxie qui procède de quelque chose et qui annonce quelque chose d'autre. C'est ce qu'on aurait pu appeler, là aussi d'une formule un peu sauvage, l'inarticulé social. À savoir qu'il n'est pas d'êtres humains qui ne vivent en société et dans une culture, mais qui n'en a pas véritablement une conscience réflexive ou critique. Nous ne savons pas, la plupart d'entre nous, pourquoi nous faisons telle ou telle de ces choses. Donc cet inarticulé social veut simplement désigner le fait que des gens n'ont guère conscience de ce qu'ils font et pourquoi ils le font, même quand on les interroge. Dans des rituels funéraires indiens, par exemple, le prêtre qui est convoqué pour réciter les formules sacrées au moment de la crémation, récite des formules qu'il a apprises par cœur et il ne sait pas le sens même de ces formules. Il n'en a pas la distance critique ou la réflexivité. Les gens qui sont les deuilleurs affligés par la disparition d'un proche écoutent ça parce que c'est des choses auxquelles ils s'attendent, mais ce qu'ils s'attendent à faire, c'est précisément d'opérer les gestes qui vont suivre les 13 jours qui vont accompagner et compléter la crémation en reportant les cendres qui vont immerger dans une rivière, reportant les ossements non calcinés qui vont enterrer derrière la maison principale du deuilleur, à côté des placentas des nouveau-nés. Donc ces gestes-là dont ils ne savent pas véritablement le sens, nous disent des choses extrêmement centrales, à savoir la continuité du vivant au-delà de la mort, à savoir que la mort n'est pas le contraire de la mort, ça n'est pas la vie, c'est la naissance, ou le contraire de la vie, ça n'est pas la mort, c'est la naissance. Donc ces gestes qui accompagnent des rituels funéraires dont les spécialistes rituels ne connaissent pas le sens des paroles qu'ils profèrent, s'accompagnent de comportements pendant 13 jours, voire plus, de choses qui sont faites et opérées par des gens et qui désignent cette cosmologie extraordinaire de l'Inde, à savoir bien, que la vie ne s'arrête pas au départ d'un être vivant, mais qu'elle se prolonge
par la transmigration, par autre chose, mais par la continuité qui fait que les ossements qui demeurent et qui restent sont associés au placenta des nouveau-nés derrière la maison qui continue son existence.